La cause principale du retour client, c'est pas le produit auquel je m'attendais. Parce que d'abord, on envoie des échantillons. Notre site est quand même relativement clair. La description des produits, on va quand même beaucoup dans le détail. Donc c'est pas vraiment ça la question. C'est-à-dire que quand il y a ce genre de problématique qui se pose, c'est parce qu'il y a eu la casse pendant le transport. Ça arrive très rarement que le client s'attendait à une teinte différente. Et dans ce cas, nous, on est quand même assez flexible. On accepte dans certains cas, on accepte des retours. Mais c'est vraiment très très rare. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier qui est filmé et j'ai le grand plaisir de recevoir Guillaume Stellin et Jean Devarine qui sont les associés de Ligerio. Est-ce qu'on dit cofondateur ? Fondateur ? Le fondateur est associé. On peut dire cofondateur. On peut dire cofondateur de Ligerio qui propose une sélection de matériaux de caractère, de qualité. Je vous laisserai le présenter un peu plus en détail dans un instant. C'est une jolie petite entreprise qui est pas si petite que ça, qui est basée à Loches. C'est dans quelle région ? Indre-et-Loire, département d'Indre-et-Loire. Dans l'Indre-et-Loire. Et d'ailleurs, Ligère en latin, c'est le nom de la Loire. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, Jean. Que tu as lancé en 2018. 2019. Fin 2019. Et qui fait aujourd'hui, qui a fait en 2023 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui va en faire a priori 10 sur 2024. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder avec vous, pas forcément dans l'ordre, mais vous avez vous avez fait un passage chez Rocket Internet, chez AIG, qui est Africa Internet Group, chez Jumia, où vous vous êtes rencontrés. C'est quand même suffisamment intéressant pour qu'on en parle un petit peu, donc je serais heureux qu'on en parle. Je serais heureux de comprendre dans vos métiers les parcours d'achat. Il y a des poseurs, des donneurs d'ordre, des clients finaux, des architectes, des archis d'intérieur. Vous avez 70%, je crois, de B2C. J'aimerais bien comprendre comment, quel est le parcours d'achat jusqu'à Ligerio. J'aimerais comprendre l'évolution du modèle, puisque vous avez commencé à 100% en dropshipping. Aujourd'hui, il y a un mix de dropshipping, de consignment et de... Qu'est-ce qui reste ? Stock. Et de stock, voilà, c'est ça, en propre. J'aimerais parler de finances parce que on enregistre le 9 avril et mars 2024 est votre premier mois en break-even depuis la levée de fonds et tu m'en parleras tout à l'heure. On fera un passage aussi par le SEO parce que vous avez fait un truc de fou que personne ne sait faire. C'est comme ça que tu me l'as dit tout à l'heure, Guillaume. Donc je te laisserai m'expliquer. Bref, pardon, ça nous fait un beau programme. Bienvenue. Merci. Vous avez croisé mon associé Matt Stéphanie à Montparnasse. Ouais. C'est ça, sur le quai de la gare. Ouais. Et comme moi, Guillaume et moi d'ailleurs, on écoute tous les deux beaucoup ce podcast Génération Do It Yourself et on y apprend quand même pas mal de choses quand on est entrepreneur. Et je l'avais intercepté et on avait discuté rapidement et c'est comme ça qu'on est là. Donc merci à lui. Qui a fait l'intro et moi je vous reçois. Ouais. C'est quoi Ligerio ? Ligerio.fr, c'est un site de e-commerce qui vend une sélection de matériaux de caractère, essentiellement des revêtements pour les sols et pour les murs, des parquets, des dallages en pierre, des tommettes, des briques, des parements, à la fois sur Internet, historiquement, il y a plusieurs canaux, on en parlait. Maintenant, il y a un showroom à Paris, et puis aussi une activité de B2B et de B2B grand compte. On a un positionnement qui est un positionnement qu'on pourrait qualifier de milieu haut de gamme, avec une très forte importance accordée
bon rapport qualité-prix des matériaux qu'on vend. Et c'est un parcours intéressant que vous avez tous les deux parce que il y a eu différentes choses. Alors, toi, tu as fait des études dans l'agriculture. Tu t'es un jour retrouvé en Afrique à gérer une plantation avant d'arriver chez Jumia. Jumia qui fait partie du groupe Africa Internet Group qui a été financé par Rocket. C'est ce que vous m'appreniez tout à l'heure. Hein. Je croyais que c'était la société sœur, mais en fait, c'est Rocket a investi dans IAG à l'époque. Racontez-moi comment vous avez fini chez donc toi Guillaume chez Jumia en Afrique. Alors moi je suis arrivé chez Jumia parce qu'ils cherchaient à structurer les départements finance et puis en Afrique centrale. Et ils avaient beaucoup de mal à trouver des gens sur place. Alors la stratégie globalement de Jumia en RH local, c'était chaque pays devait être géré, chaque venture dans chaque pays. Donc chaque business unit dans chaque pays devait être géré par des talents, donc souvent soit des gens qui sortaient tout fraîchement d'école de commerce, soit des gens qui avaient fait McKinsey ou des choses comme ça avant. Par contre, sur les départements finance, la stratégie était de gérer ça plutôt en local. Dans pas mal de pays, notamment dans des pays d'Afrique francophone, ils ont eu beaucoup de mal à staffer en local les départements finance. Et moi, à ce moment-là, je rentrais de 2 ans passés au Kazakhstan à structurer un département finance pour une boîte française qui s'était installée là-bas. Du coup, j'avais un peu de background sur ce genre de pays, alors pas spécifiquement en Afrique, mais voilà, j'avais un peu de background sur ce genre de problématique. Et j'ai toqué la bonne porte au bon moment. J'ai rencontré la DAF à Paris. Et 24 heures après, elle m'a dit OK, on te prend, tu partiras au Cameroun. Et la mission était au début du coup d'arriver au Cameroun. Alors il n'y avait pas d'entité, il n'y avait rien du tout, et le but du jeu était d'ouvrir des entités pour pouvoir accueillir ensuite les fameux gars d'HEC et les McKinsey pour qu'ils aient un univers quand même où ils puissent avoir des salaires. Hein. Et trouver des bureaux et voilà, lancer un peu le business. C'est marrant parce que tu le mets sur ton LinkedIn, tu mets SWAT team, les équipes SWAT dans la police américaine. Je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est en gros c'est la BAC quoi. Ouais, alors ça, c'est arrivé un peu après. Alors au début, j'arrive pour structurer l'Afrique centrale, donc on a ouvert plusieurs bureaux, on a recruté, il me semble qu'on a recruté 80 personnes en 6 mois, donc ça allait assez vite. Et on a staffé avec des bons managers, donc le truc était lancé. Et alors très rapidement ensuite, la DAF de Jumia m'a demandé d'aller en Côte d'Ivoire parce que ils avaient reçu un courrier du fisc en leur disant qu'ils allaient avoir un contrôle fiscal. Et à ce moment-là, le même jour, le DAF a démissionné. Donc c'est plutôt mauvais signe en général. Oui, ouais. Voilà. Mais vu que j'étais le seul à connaître la zone OHADA, donc c'est la zone avec des normes fiscales un peu uniformes en Afrique centrale, Afrique francophone, j'étais un peu j'ai un peu le joker. Ils m'ont envoyé là-bas. Alors c'était un pays qui tournait bien, la Côte d'Ivoire. Hein, c'est déjà un très gros pays, beaucoup plus gros que le Cameroun. Et ils m'ont envoyé là-bas du coup avec pour mandat de régler cette question de contrôle fiscal. Et je me suis mis cette étiquette parce que là du coup contrôle fiscal dans un pays aussi gros, j'ai très vite commencé à discuter avec Sacha et Jérémy, les fondateurs. Et donc j'ai pu me positionner comme le gars qui résolvait les problèmes. Donc ce problème-là, je l'ai résolu. Ce qui fait que je suis resté ensuite sur la Côte d'Ivoire. En gardant un peu un mandat Afrique centrale, et puis ça s'est un peu agrandi, voilà. Alors Rocket Internet, tout le monde connaît, mais je le rappelle quand même. De mémoire, c'est 2 frères qui ont fondé l'espèce de Facebook allemand qu'ils ont vendu, et ensuite ils ont lancé Rocket Internet avec les fonds qui s'étaient ressortis. Si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi si j'ai une grosse connerie. Je crois qu'ils sont 3, non 3, voilà. Et le modèle, c'était on reprend des concepts qui marchent quelque part dans le monde et on les relance très rapidement sur d'autres zones en croissance. Et typiquement, Jumia en est l'une d'elles, mais il y a des copycats de Amazon, de Craigslist et de plein de... Jumia, c'est le copycat d'Amazon. C'est ça, mais il y a aussi... il y avait Carmundi qui était le copycat de la centrale, un peu. Ouais. Il y avait Jovago qui était le copycat de Airbnb, on peut le dire un peu. Ouais, et puis voilà. Il y avait Hello Food. Et le modèle, c'est on prend... Alors, je vous ai fait la réflexion tout à l'heure avec un grand sourire, mais on prend des têtes qu'on fait 50 McKinsey, on les envoie lancer très rapidement un pays et l'offre dans le pays en investissant ce qu'il faut investir. C'est un modèle très simple qui repose uniquement sur la qualité de l'exécution. Ouais. La qualité de l'exécution avec un modèle qu'on peut dupliquer, pas dépliquer. Ok, vous avez fait quelques années. Comment on ressort de cette expérience ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Je pense qu'on ressort avec des bons réflexes. C'est une bonne école pour être efficace. Tu te sors en général, t'es assez bon exécutant. Tu
tu vas vite, tu prends des décisions rapidement. Il y a des règles en fait, c'est un peu débile, mais il y a des règles chez Rocket Internet où tu n'as pas le droit de mettre de couleurs dans une présentation PowerPoint. C'est bête, mais ce genre de truc où tu te dis, bah ok, c'est le fond qui est Les important. 15 secondes que tu vas perdre à dire si tu mets plutôt du bleu foncé ou du bleu clair, comme ça tu te poses pas de questions. Complètement interdit. Complètement interdit. En fait, c'est business first. C'est-à-dire que, notamment, alors, pour moi, étant DAF, business first, c'est pas toujours facile à avaler. Mais du coup, une fois que tu l'as compris, ça fait de toi quelqu'un de très efficace parce que tu sais que quand le business grandit vite, tu te crées des problèmes. Mais tant que tu as le réflexe de réfléchir à ce problème, l'identifier, le mesurer et te dire, OK, je peux me donner tant de temps avant de le régler, ça te permet d'avancer. Et Launch Now, c'est toutes les valeurs d'une boîte, c'est toutes les valeurs qui font que tu peux avancer vite dans la vie. Faut pas oublier les risques, faut pas oublier les problèmes qui arrivent, mais il faut quand même focaliser business first. Et en fait, tous ces problèmes-là n'ont pas de valeur si ton business se pète la gueule après. Ok. Donc, un très bon exécutant, prendre des décisions rapidement, avancer vite, move fast and break things, je crois, non? Ou ça, c'est... Et l'appétence au risque, c'est quoi? Parce que tu as un modèle, tu as des gens qui sont bien capés, tu as un modèle que tu peux dupliquer d'un pays à l'autre, tu prends des décisions rapidement, mais est-ce qu'on s'autorise le test and learn, le trial and error? Bah, tu vis, c'est que ça. Okay. C'est que ça, mais après, en fait, c'est pas vraiment du risque. C'est à partir du moment où ton risque te permet de valider des hypothèses et que tu développes ton business de manière lean, en fait, tu es obligé de le prendre parce que sinon tu passes à côté d'un marché potentiellement. Donc, nous, on ne voit pas du tout ça comme du risque. Mais même chez Ligerio, quand quelqu'un arrive avec une idée nouvelle chez nous, et on les y encourage, nos équipes, on les encourage vachement. Le business repose sur ce genre d'idée. Quand quelqu'un arrive avec une idée nouvelle, on dit jamais non. On se dit juste, OK, combien ça va nous coûter pour le tester, ce truc-là? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Auquel cas, on y va. Et 9 fois sur 10, on se plante. Mais c'est pas vraiment c'est pas du risque. Parce que à la fin de la journée, si t'as testé, ça t'a pas coûté cher, t'as testé et t'as conclu que c'était pas une bonne idée, bah t'avances. Compris. Si vous regardez la vidéo, vous verrez que Guillaume tourne souvent la tête. On a dans la salle où on enregistre aujourd'hui le cheat sheet, en gros les règles de l'incubateur Y Combinator, qui est un incubateur assez connu aux États-Unis, lancé par Paul Graham, où il y a 22 règles. Et vous me disiez tout à l'heure que chez Rocket Internet, il y avait aussi un certain nombre de règles. Et vous avez vous-même 12 règles valeurs chez Ligerio. Quelles sont-elles? Ce sont les mêmes que celles qu'on avait chez Jumia. Ouais. Ok. Pour les mettre en... Tu peux m'en donner quelques-unes? Il y a Fly High, Dive Deep, Deep Dive, pardon. Il y a When there is a will, there is a way. Enfin, 12 valeurs qu'on a l'habitude chaque mois de se réunir avec l'équipe et d'en analyser une et de voir comment elle s'applique concrètement dans notre business au quotidien et cette idée que Guillaume dont Guillaume faisait part, que voilà, on peut faire des tests, on encourage beaucoup nos collaborateurs à le faire et ça correspond effectivement à une des 12 valeurs. Et alors, c'est intéressant ce que tu veux dire parce que avoir des valeurs, c'est cool. Les écrire sur un mur, c'est fun. Ouais. Les faire vivre au quotidien, c'est pas évident. Donc là, vous avez il y a un rituel tous les mois. Value of the month, ça s'appelle. Ouais. La value of the month, ok, la valeur du mois. Et donc, on prend une règle et on en parle. Et on voit comment elle peut s'appliquer. C'est pas, on fait pas une messe, hein, mais ça dure 10-15 minutes. On se réunit avec toute l'entreprise. On prend une valeur. Guillaume et moi, on dit ce qu'on en pense. Comment elle peut avoir un impact. Comment elle peut avoir un impact. Je crois qu'il y a Play for the Team et quand on s'est réunis autour de Play for the Team, voilà, on a expliqué comment c'était important de pas avoir une entreprise qui évolue avec des départements qui fonctionnent en silo, isolés les uns des autres et que quand aux opérations on rencontre un problème qui concerne les sales, eh bien il faut communiquer. On donne des exemples de collaborateurs qui l'ont très bien fait et qui ont eu une action dans les semaines ou dans les mois passés et voilà. Et puis ensuite chaque chef de département fait un petit PowerPoint sans couleur et donne les grandes actualités de son département et ensuite on retourne au boulot. Jean, tu quittes Jumia un peu avant Guillaume et tu te lances dans un business, enfin tu rachètes
tu récupères un business de négoce de chemises anciennes. C'est très random. Hein. Ouais, c'est donc en rentrant pendant que je suis chez Jumia en Afrique, en Côte d'Ivoire, je me rends compte que c'est quand même cool de faire. Ce serait cool que je refasse quelques études, donc je prépare grâce à mes copains là-bas des masters 2. Finalement, je me retrouve à Dauphine pour faire le master le 264, master qui s'appelle Entrepreneuriat et projets innovants à Dauphine. Et pendant que je suis à Dauphine, comme j'avais travaillé auparavant, en tant que job étudiant, je bosse avec un ami qui s'appelle Edouard Guyot et je lui rachète une entreprise de négoce de cheminée ancienne qui est un petit business que je fais à côté de mes études, assez niche. Je fais que de la cheminée 18e, tu vois, donc c'est quand même vraiment très niche. Leader mondial de la cheminée 18e. Leader mondial de la cheminée Louis XV, Louis XVI. C'est vraiment c'est très précis. Et je fais ça à côté de mes études. Finalement, je lui rachète l'entreprise. Et en fait, en allant sur les chantiers, livrer les cheminées, j'ai une petite camionnette. Tu te retrouves chez des gens qui sont en chantier, qui sont en train de faire des travaux. Et là, je vois d'autres besoins, notamment de revêtement de sol. J'ai un père qui est architecte, donc décorateur, donc je connais un petit peu ce métier ces métiers de la rénovation. Et je commence à faire un petit catalogue qui est un site vitrine, hein, c'est même pas un site marchand au début, avec quelques références de matériaux de caractère, une dizaine de références au début. Et en récup ou en neuf? Non, en suivi, en neuf, mais fabriqué de façon traditionnelle, quoi, okay. des matériaux de caractère, mais qui sont des références qu'on suit dans le temps, qu'on a d'ailleurs toujours depuis 2019. Les fournisseurs sont les mêmes, et voilà. Mais donc, tu me disais en préparant l'entretien sur un Wix. Au début, c'était il n'y a pas de transactionnel. Non, il n'y a pas de transactionnel. Le client appelle, dit bonjour, j'ai votre dallage, il me plaît, est-ce que vous pouvez me faire un devis? Là, j'avais un truc qui s'appelait facturedevis.com. Donc, tu faisais ton devis, tu le chargeais en PDF, tu l'envoyais par mail, et ensuite le client valide. Et donc, de là, une petite traction, mais c'est hyper inégal. Tu fais parfois une commande à 10 000 et puis plus rien le mois d'après. Enfin, tu vois, c'est quand même vraiment un micro-business. Mais il y a un peu de traction et là-dessus, je rencontre une agence web qui me dit, bah écoute, si tu veux, on fait un site marchand. Et c'était cool parce qu'ils ont financé le site marchand, la création. Donc je payais un peu tous les mois, mais voilà, moi le deal c'est que créer la partie e-commerce et moi pendant ce temps-là, je rentrais beaucoup de produits. Je rentrais 50 nouvelles références par jour, donc c'était quand même ardu. Là, on est en octobre 2019, on lance ce site marchand et donc ça, c'est le vrai départ de Ligérieux. C'est le vrai départ de Ligérieux, la création de la marque Ligérieux, ouais. Et avec cette agence, et c'est ça qui est cool et c'est intéressant de le lire. Mais alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus simple de faire un e-com, mais elle te fait le site gratuitement et c'est quoi le deal? Tu la payes le jour où tu peux? Bah, je la paye au fur et à mesure qu'on fait des chiffres d'affaires. Dès qu'on a des ventes, il y a un pourcentage du chiffre d'affaires qui part à l'agence. Et ça, c'est quand même du revenue-based financing, comme on fait Silver, mais avant l'heure. Exactement, mais ça nous a bien aidé, hein, franchement. Et alors là, le Covid arrive. Et alors là, explosion du business. On passe de janvier 2020. Où on a dû faire 5 000 euros de chiffre d'affaires de mémoire, à juin 2020, où au mois de juin, on fait 120 000 euros de chiffre d'affaires. Là, on est en 2020, tu le fais toujours tout seul? Ouais, je suis tout seul, ouais. Avec ce site internet, e-com que tu as fait ton agence? J'ai ma sœur qui m'aide à préparer les commandes. Il y a quelques palettes de matériaux. On est confinés dans ma famille. Tu vois, il y a quelques retours qui arrivent à la maison. C'est quand même un peu c'est un peu le bazar. Mais ouais, je suis tout seul. Juillet 2020, il y a les deux premiers alternants qui arrivent et puis le business démarre comme ça. Le business démarre comme ça, c'est intéressant. Le Covid, ça aurait pu être un make or break. Je suis désolé pour tous les anglicismes, chers auditrices, chers auditeurs, mais je suis chez moi. Ça aurait pu tuer le Covid, le business, mais il se trouve que c'est vrai que tu fais partie, enfin la déco, le travaux d'intérieur font partie des catégories qui ont explosé pendant cette période parce que les gens étaient chez eux, ils avaient rien d'autre à faire, pas grand chose d'autre à faire. Ouais, le Covid, ça a été un truc absolument incroyable pour nous en termes de développement du chiffre d'affaires. C'est que les gens étaient chez eux, il y avait un phénomène d'épargne forcée aussi, donc les gens avaient de l'argent à dépenser chez eux, ils voyaient les problèmes, donc ils ont beaucoup bricolé. Et puis bon, en parallèle, on a aussi lancé une nouvelle catégorie de produits, les bras zéro, qui ont été énormes. On est un peu sorti des revêtements de sol. On a toujours eu historiquement une partie aménagement pour l'extérieur. Les bras zéro ont aussi énormément soutenu ce développement. Et donc ouais, le Covid nous a fait complètement exploser, même si
En fait, de toute façon, la croissance s'est jamais arrêtée, même à la fin du Covid. Et puis, très vite pendant le Covid, les magasins de bricolage ont réouvert. Hein. Je donne les chiffres, accrochez-vous. En 2020, c'est 650 000 euros. En 2021, c'est 1,5 million. Donc 1 fois 2,5, 3. En 2022, 4,2 millions. Encore une fois, 2,5, 3. En 2023, 6,5 millions. Et cette année, vous devriez faire dans les 10 millions d'euros. Avant de continuer, j'aimerais bien un peu comprendre ce que je disais en intro, c'est les parcours d'achat dans cet univers, parce que vous avez, on y reviendra tout à l'heure, mais 70% de clients en B2C. Or, moi, j'ai eu bêtement le réflexe de dire, c'est marrant, j'aurais imaginé que dans cet univers, tu t'intègres principalement à des ambassadeurs, tu vois, de ta marque. Donc, l'architecte, l'archi d'intérieur, je sais pas, les poseurs. Racontez-moi le parcours d'achat et les acteurs de cette verticale. Alors, le gros du marché est détenu par du B2B. Donc, les gens qui achètent des revêtements de sol en France, ce sont majoritairement des poseurs. Donc, c'est des petits B2B. Mais eux travaillent pour le compte, en général, d'un maître d'œuvre ou d'un archi ou pour un client final. Nous, celui qu'on doit aller séduire dans cette chaîne-là, du coup, c'est quand même plutôt ce client. Donc, dans nos clients B2B, on fait 30% de B2B, du coup, 70% de B2C, c'est une tendance qu'on n'arrive pas tellement à inverser, même si on aimerait bien, mais c'est une tendance qui est relativement stable. Dans nos clients B2B, il y a quasiment aucun poseur, qui, eux, sont pourtant le gros du marché. Nos clients B2B, c'est quand même plutôt des architectes et des tout petits promoteurs, ce genre de choses. En fait, nous, le marché B2B, les petits poseurs, pour aller les cibler, il faut qu'on les a appelés, on a passé des... C'est dans tes valeurs, d'ailleurs, il faut appeler les clients, il faut leur parler. Donc, on a parlé à tout un tas de clients, ou des gens qui n'étaient pas encore clients, pour leur poser la question, c'est quoi votre parcours d'achat, donc parmi les poseurs. Et la réponse est globalement, quelqu'un me dit, je veux mettre du travertin, peu importe lequel. Du travers, pardon. Travertin, un type de dallage en particulier. Okay. Et débrouille-toi. C'est joli. Et donc à ce stade-là, le client final, donc qui passe la commande à ce poseur, va valider un prix au mètre carré, mais ne prendra jamais en compte dans son budget le temps que le poseur va prendre pour aller chercher les matériaux ou pour attendre une réception sur un chantier. Nous, notre métier, c'est de proposer une très très large gamme de travertins notamment, enfin de dallage, de revêtements. Notre deuxième métier, on se dit d'ailleurs assez souvent que c'est notre premier métier, on est une boîte de logistique. C'est qu'on transporte la marchandise jusqu'à chez notre client final. Et comme toutes les livraisons, on a des fourchettes. On sait à peu près quand la marchandise va arriver, mais on ne peut pas dire à la minute près comment ça va se passer. Le poseur, lui, il ne peut pas attendre la réception de la marchandise. Il ne peut pas laisser un gars attendre sur un chantier que des palettes arrivent pour les décharger. Oui. Donc ça, c'est de l'argent qui va sortir de sa poche à lui. Donc ça ne l'intéresse pas. Éventuellement, ce qu'il pourrait faire, c'est aller chercher lui-même la marchandise dans un point de pick-up. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de développer. On a développé un point de pick-up récemment en région parisienne. Mais en réalité, vu que c'est le gros du marché, c'est le gros du marché des revêtements de sol, c'est des petits B2B, il y a déjà un écosystème qui existe. Donc il y a la plateforme du bâtiment, Leroy Merlin, tout ça. Et ces grosses boîtes-là, non seulement elles ont souvent du stock disponible déjà sur place, donc ça règle la problématique d'anticipation pour le B2B récurrent, mais en plus ils proposent assez généralement des livraisons en last mile dans la journée, dans des plages horaires qui sont assez bien définies d'avance. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, nous, notre valeur ajoutée, c'est avoir des produits qui sont plutôt compliqués à trouver, à sourcer, et d'organiser cette logistique, mais cette logistique qui, eux, ne leur convient pas. Et l'argument prix que nous, on peut valoriser, en fait, ne les intéresse pas puisque c'est pas eux qui vont payer. Donc, en fait, le poseur qui est à la fin de la journée décisionnaire du fournisseur, pas des matériaux, mais du fournisseur, ouais. En fait, nous, on lui parle pas. Enfin, on rentre pas dans son... on n'arrive pas à faire matcher l'offre et la demande. Et le client final a bien un contact avec l'Igério, du coup. Le client... La personne qui fait ses travaux. Ouais, mais alors, bon, déjà... dans 70% des cas, quand tu dis B2C, nécessairement... Ouais, après, dans les B2B, donc il y a pas mal de poseurs qui viennent quand même acheter chez nous parce que un archi leur a dit, voilà, je veux spécifiquement cette tomette. Parce qu'il y a des produits qu'on est les seuls à faire. On n'est pas en concurrence avec la plateforme du bâtiment. Il y a plein de produits qu'on est les seuls à faire. Donc là, ouais. Bon, et après, il se pose du coup la question de l'intérêt du B2B et le réflexe, c'est de se dire récurrence d'achat. Alors, récurrence d'achat, panier moyen éventuellement. Panier moyen, ouais.
Et il se trouve qu'en fait, le panier moyen est assez comparable, quoique un peu plus élevé en général chez les B2B. Et la récurrence d'achat, ça c'est très intéressant. En fait, on se trompe dans l'analyse. La récurrence d'achat est exactement la même chez nous, B2B, B2C, c'est pareil. Parce que la majorité de nos clients B2C sont soit des retraités qui sont dans des projets de... voilà, ils viennent de ce métier-là, ils veulent faire la pause eux-mêmes, et ils seront tout le temps en chantier. Donc ils réachètent. Alors ils font des pièces par pièce, mais ils réachètent pour tout le leurs temps. copains. Ouais. Ou alors ce sont des jeunes cadres dynamiques qui ont une résidence secondaire et qui sont dans des projets de rénovation long terme. Ou qui ont plusieurs résidences. Okay. Ils sont pas vraiment jeunes d'ailleurs. Plusieurs résidences, ouais. Et donc, une fois qu'ils ont fait l'appartement, le cœur de notre clientèle B2C a une très très belle récurrence d'achat. Merci, très clair. Donc ça c'est 2020, accélération Covid. Toi tu arrives, Guillaume, en 2021, c'est ça? Ouais. Juste pourquoi? Jean te rappelle et te dit viens on monte un truc? Bon, Jean, 2020, on est copains, on parle pendant tout ce temps-là. Je fais partie des premières commandes du nouveau site de Ligerio qui a remplacé Vestige Intérieur. Enfin, j'étais quand même pas mal dans le truc. Enfin, à distance, mais enfin, je m'intéressais à ce qui se passait. J'aime bien l'entrepreneuriat en général. Et là, c'est un copain, donc c'est vraiment cool. Jean, en 2020, se pose la question des financements et cherche un peu des financements bancaires. Bancaire et le réseau entreprendre aussi, il me semble. Ouais, c'est Guillaume qui m'a aidé à monter la partie BP de DEC, le BP qui était intégré à la DEC, qui m'a permis d'être lauréat du réseau entreprendre en 2020. Donc là, fin 2020, début 2021, on bosse ensemble. En fait, on bosse, c'est pro bono, mais on essaie de travailler ensemble et j'essaie de l'aider. J'ai vraiment envie qu'il réussisse. Et puis début 2021. Moi, je viens de devenir papa. Et quand tu deviens papa, tu prends un peu de recul sur ta vie et sur tes priorités et ce que tu as envie de faire dans la vie et tu te poses un peu des questions. Moi, je me suis dit à ce moment-là que je voulais faire que des trucs qui m'amusaient. Et je voulais avoir des belles histoires à raconter à mon fils. À ce moment-là, j'étais sur des boulots qui m'intéressaient moins que l'entrepreneuriat, généralement. Et j'étais du coup en train de chercher quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat. Donc c'était pas du tout Ligerio que j'avais en tête. Hein. J'avais le genre d'idée. Et en parallèle de ça, du coup, on discutait avec Jean de ses financements. Je crois que tu m'as proposé, je sais plus comment ça se passait exactement, mais je t'avais déjà fait 2 propositions auparavant. Ouais, il m'avait déjà proposé, mais bon, la boîte faisait en marge vraiment pas grand-chose par rapport à ce que j'avais besoin de payer, donc on n'y était pas. Et puis un jour, j'ai fait, bon, allez, pas grave, c'est bon, la boîte va grandir. Je mise sur l'avenir de Ligerio et c'était en janvier, on faisait 50 000 euros enfin, Ligerio faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, donc probablement 10 000 euros de marge, si tu veux. Enfin, pas de quoi payer tout le monde, si tu veux. Mais on s'est dit, ok, pareil sur l'avenir, c'est pas grave, on se serre la main. Et du coup, j'habitais à Bordeaux, mais trop loin de Loches. Donc, on s'est dit à ce moment-là qu'on allait ouvrir un bureau à La Rochelle. Donc, j'ai déménagé pour La Rochelle et 6 mois plus tard, j'ai intégré les équipes du Ligerio. Génial. 650 2020, c'est ça, et 2021, je l'ai plus sous les yeux, mais c'est 1,5 million. Comment? Elle est abrupte la question. Non, mais nous, on a. En fait, on a un business qui est assez simple. On reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur le Jobia. Nous, on a un business d'exécution. Donc oui, on a une petite innovation de marché, parce qu'on a quand même digitalisé un marché qui est encore assez peu digitalisé. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un des derniers marchés où il y a encore un truc sympa à faire en termes de digitalisation et de e-commerce. Mais à part ça, c'est simple. On a fait des produits, on vend des produits avec un bon prix qu'on livre en communiquant un délai qu'on respecte, en étant très agile, parce que tu n'auras pas échappé que on a évolué, nous, Ligerio, toujours dans un marché quand même assez compliqué. Le Covid, après le Covid, pour ceux qui s'en rappellent et qui étaient concernés, il y a eu une augmentation absolument considérable des prix des appros, des conteneurs. Donc nous, on a quand même si on a beaucoup de produits qui sont made in France, on a quelques produits qui sont importés, notamment du Tour de la Méditerranée, pour la pierre en particulier. Et donc ça a été, il y a des produits qui sont arrêtés, qui recommencent, mais entre temps il faut trouver. Donc on a une agilité sur les gammes.
qui nous a permis d'avoir des produits qui correspondaient toujours à ce que les clients souhaitaient. Et puis, vraisemblablement, il y a, et ça continue de se développer, une appétence pour une consommation de produits lourds et encombrants et de matériaux par le biais d'un canal digital avec une exécution qui est pas facile. Parce que franchement, c'est pas facile de livrer des palettes. Enfin, nous, la commande moyenne, c'est 2,5 tonnes. Donc, ouais, non, mais alors, rentrons dedans, parce que c'est là que je voulais aller. Les ops, c'est quand même j'allais dire un enfer. Non, j'en sais rien. C'est en tout cas un casse-tête. Vous avez des produits lourds qui voyagent du coup dans toute la France. Depuis toute la France. Depuis toute la France. Parce que vous avez, oui, voilà, c'est parce que l'origine du modèle, il est dropshipping. Donc, au début, ça part de toute la France vers toute la France. Ouais. Même de l'étranger ou juste de la France? Un petit peu d'Italie, mais enfin globalement, il y a les points de départ sont en France. Ok, donc tu vends des produits qui sont stockés par d'autres à des clients. Le produit ne passe pas par vos entrepôts, mais c'est quand même un produit lourd, encombrant. T'as dit 2,5 tonnes pour la commande moyenne. Ce qui veut dire que t'as des commandes, c'est plusieurs camions, quoi. Ouais. Tu vois, c'est de la pierre, hein, c'est lourd. Ouais, c'est hyper lourd. Ouais. Donc ce modèle est hyper lourd et ça a pas beaucoup de valeur. Donc en plus t'as l'autre question, c'est la question du prix de la logistique qui peut être accepté par le client. Tu vois, quand t'as un iPhone, le prix de la logistique par rapport au prix du produit, ça va. Mais quand tu te fais livrer du dallage en pierre, le prix de la logistique rapporté au prix du produit, c'est. T'as un ordre de grandeur? J'en ai aucune idée. 20% à peu près du panier. Ouais. C'est ça, Guillaume, je me trompe pas? Après 20% du panier. Donc t'as une commande à 50 000 balles, t'as 10 000 balles de... Ouais, alors non, pas sur les très grosses commandes à 50 000 balles, okay. Mais sur la commande moyenne qui chez nous est un panier à 1 000 €. 1 000 € si on prend tous les produits, y compris les aménagements de jardin, mais si on prend que les matériaux, qui sont 90% de notre chiffre d'affaires, c'est plutôt un panier aux alentours de 2 000 € pour le B2C et 4 000 pour les pros. Voilà. Alors évidemment, plus ton panier augmente, plus la proportion de vos logistiques baisse. T'as dit combien le panier moyen? Panier moyen global, y compris les équipements pour le jardin comme les bras zéro, c'est 1 000 €. Tu m'arrêtes, Guillaume, si je me trompe. Mais 1 000 €, 2 000 € si on prend que les matériaux, c'est-à-dire les dallages, les parquets, les tomates. Et le panier moyen du B2B est plus élevé. Donc 1 000 € la tonne. On peut raisonner comme ça ou pas? Un peu moins. 1 000 €. Tu me dis 2 000 sur les matériaux pour 2 tonnes 5 en moyenne. Ouais. Mais attends, pardon, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le modèle qui évolue. Donc, vous commencez en 100% dropshipping. Ouais. Vous avez réduit le drop et vous avez commencé à faire du stock. Ouais, on a commencé à faire du stock sur nos best-sellers. Pourquoi? Pour maîtriser les délais, les coûts, voilà. Pour d'abord améliorer la qualité de l'expérience pour les utilisateurs. Ça partait de nos entrepôts, on maîtrisait parfaitement les délais, et ensuite pour aussi améliorer un petit peu nos marges, et ensuite on a évolué vers un modèle de consignment. Le stock, initialement, on l'a fait, c'était début 2023, on commençait à se poser la question de la rentabilité long terme de la boîte et du modèle. Et on s'est rendu compte qu'on avait des ultra best-sellers dont on pouvait anticiper un peu les volumes et qui étaient des produits sur lesquels on envisageait du coup de faire du stock. Du coup, on a pris quelques références, on a commencé à les stocker. Et la première logique était de se dire qu'on allait faire plus de marge sur ces produits. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait plus de marge sur ces produits parce que bien que moins cher à l'achat, il y avait tout un tas de coûts logistiques qu'on avait d'ailleurs assez mal anticipés qui venaient se rajouter aux COGS, au coût des matériaux sortis. Et du coup, en réalité, on a gagné quelques points de marge. C'était sympa, mais c'était pas non plus rock'n'roll. C'était pas le jour et la nuit, quoi. Non, et surtout si on ajoute à ça le fait que la contrepartie, c'est de mobiliser du cash, puisque tout ça, c'est du capex. Donc, en fait, financièrement, c'était pas une super opération. Par contre, un truc auquel on s'était pas tout à fait attendu, c'est que les références qu'on a mis en stock et qui étaient du coup livrées en 3 à 5 jours, alors que historiquement, dropshipping, ce qu'on proposait, c'était 1 à 2 semaines. Les produits qu'on avait en stock, on les proposait, et c'était flagué d'ailleurs sur le site, cette marchandise est en stock, et livrable 3 à 5 jours. Donc là, les clients hyper rassurés parce qu'on n'est plus juste un dropshipper, on est retailer. C'est notre 3-5 jours versus 1 à 2 semaines. Ok.
Non, mais quand tu as prévu ta piscine depuis 3 ans, tu peux peut-être attendre une semaine de plus. Mais je comprends Ouais, que en fait, 3 à 5 jours. t'as un phénomène de réassurance qui est considérable et Le les produit volumes de est là. vente sur ces produits-là, ça peut augmenter jusqu'à 100% les ventes sur quand à partir du moment où tu annonces un délai aussi rapide. Il y a un vrai effet réassurance. 3 à 5 jours, c'est impactant versus le 1 à 2 semaines où on se dit ouais, si ça prend 3, personne ne s'en rendra Non, compte. il y a deux trucs, c'est pas uniquement le délai. Le délai, c'est ça. Bon, le délai est important parce que très souvent, les nouveaux clients, notamment les nouveaux clients B2B qu'on arrive à acquérir, souvent nous contactent parce qu'ils sont dans l'urgence. C'est-à-dire qu'ils ont des canaux d'approvisionnement historiques, mais un de leurs fournisseurs leur fait défaut et ils vont chercher une solution alternative. Et là, ils arrivent chez nous. Et là, le 3 à 5 jours peut être un vrai argument. Mais c'est pas le gros. Le gros, c'est simplement le fait qu'il y ait écrit c'est en stock, c'est chez nous, ça nous appartient. Il y a pas de surprise. T'écris quoi si t'écris pas en stock? Il y a rien écrit? De livraison 1 à 2 semaines. Donc le modèle actuel a évolué, on est à 20% de drop. Ouais. Alors, du coup, on se dit, ok, retail, bon, stock, hyper intéressant, mais pas pour des questions de marge, pour des questions de taux de transformation. Et mais du coup, si on veut généraliser la chose, il faut bloquer, je sais pas, 3 à 4 millions d'euros de stock, très ennuyeux, on les a pas, on va pas lever pour du stock, c'est quand même nul. Et donc on réfléchit et comme enfin l'histoire de Ligério, c'est beaucoup ça, hein, il y a des crises et on arrive à nous en tirer profit. Il y a une crise immobilière, les stocks de nos fournisseurs sont remplis, ça met en péril leur chaîne de production. Parce que stock rempli, c'est-à-dire que tu peux pas rajouter des choses, donc ça leur pose problème. Et nous, on leur dit, bah, très bien les gars, on va mettre votre stock chez nous, puisque de toute façon, on fait affaire ensemble. Votre stock chez nous, ça vous libère du stock, vous fait continuer à produire, et on invente le consignment by Ligério. Le consignment, c'est en gros le producteur. Le stock déporté. C'est un stock déporté. Donc le stock appartient, enfin le produit appartient toujours au fabricant, mais il est chez vous. Il vous est réservé et vous pouvez le vendre. Et quand vous l'avez vendu, c'est à ce moment-là que vous réglez le fournisseur. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. On envoie à la fin du mois un inventaire. Ok. Et on leur dit voilà, on a sorti tant de marchandises. On te l'attend, fais-nous une facture. Et on le fait sur la base de marchandises qu'on maîtrisait déjà bien en dropshipping. Donc de ce point de vue-là, le fournisseur est rassuré et nous, on sait qu'on va pas avoir des produits qui vont dormir. Mais du coup, c'est lui qui immobilise son stock et donc son cash, son capex. Mais ça, il l'accepte. C'est pas un problème. Non, mais on est partenaire, il nous connaît, et surtout on le fait sur des produits sur la base. Enfin, on prend l'équivalent d'un mois et demi de vente. On part pas à l'aventure à lui immobiliser du stock pendant des mois. On le fait sur des produits qu'on maîtrise déjà et en sachant que même si on reste sur les mêmes volumes que ce qu'on fait en dropshipping, en un mois et demi, c'est vendu. Alors, vous avez profité d'une petite crise de l'immobilier pour passer à ce modèle de consignment. On est toujours dans la crise? Est-ce qu'il y a un moment où les fournisseurs vont dire bon bah on revient en arrière? Parce qu'entre temps on a prouvé que ça fonctionnait super bien au niveau des ventes. Et tu leur apportes du coup plus de business que. Ouais, et sans avoir à préparer les commandes, sans avoir à recevoir les camions. Enfin nous on le fait dans un entrepôt qui est dédié à la logistique. Nos fournisseurs ils ont pas d'entrepôt dédié à la logistique, c'est soit des fabricants, soit des négociants, mais on gère, on opère. Comment on dit consignment en français? C'est dépôt-vente? Non, c'est pas dépôt-vente. Ouais, dépôt-vente, stock déporté. Ok. Mais du coup, dans nos fournisseurs, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a des producteurs. Mais eux, du coup, leur métier, c'est de produire, c'est pas de vendre. Donc ça les arrange bien d'avoir un débouché comme nous, qui est, on fait des ventes régulières, on sait anticiper, c'est quand même pratique. Ils n'ont pas besoin d'avoir de commerciaux, ou alors c'est les grossistes. Mais les grossistes, ils font leur marge sur leur volume. Donc un grossiste qui met son stock chez lui ou chez nous, il s'en va, qu'il veut juste que ça tourne. Ok, et c'est toi qui payes le stock en plus. Enfin, pas la marchandise, mais le stockage, c'est nous qui payons le stockage et le transport. Ouais. Et ça arrive de faire des retours? Non, il n'y en a pas. Non, pardon, des retours vers le fabricant parce qu'on n'a pas réussi à vendre, mais en fait, c'est juste une question de temps. Non, c'est arrivé, mais c'est marginal. C'est marginal. Parce que nous, on prend en consignment uniquement des produits qui tournent. C'est le critère. On a 6000 références sur le site. Il y en a peut-être 250 qu'on a en consignment, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment les best-sellers qu'on a en consignment. Si jamais il y a un produit qui, pour une raison ou une autre, passe de best-seller à pas du tout, dans ce cas on le renvoie. C'est arrivé, il y a 2-3 références qu'on a renvoyées, mais c'est rarissime. Ou alors le fournisseur le vend et ça part de chez nous, quoi. Et autre question, le retour client, ça existe? Ouais, ça existe. Parce que quand on voit 2,5 tonnes, ça fait chier que ça revienne, quoi.
Ouais. Donc oui, ça existe. Reste que ça n'arrive pas trop souvent. Et comment tu t'en affranchis du coup? Comment est-ce que tu fais pour réduire ça? Est-ce que tu envoies des échantillons? Parce que quand tu envoies 100 mètres carrés de dallage pour un intérieur ou une piscine... Nous, le retour client, si tu veux, il n'est pas vraiment la cause principale du retour client. C'est pas le produit auquel je m'attendais. Parce que d'abord, on envoie des échantillons. Notre site est quand même relativement clair. La description des produits, on va quand même beaucoup dans le détail. Donc c'est pas vraiment ça la question. C'est-à-dire que quand il y a un retour, quand il y a ce genre de problématique qui se pose, c'est parce qu'il y a eu la casse pendant le transport. Souvent c'est ça. Ça arrive très rarement que le client s'attendait à une teinte différente. Et dans ce cas, nous on est quand même assez flexible. Voilà, on accepte dans certains cas on accepte des retours, mais c'est vraiment très très rare. Notre budget retour, on l'a chiffré il y a pas très longtemps, c'est quelque chose comme 3 ou 4 000 euros par mois. Retour, casse, ce genre de choses. Sur 6 millions l'année dernière, c'est ça, 6 millions et demi, un truc comme ça? On a fait 850 000 le mois dernier de chiffre d'affaires. Ouais, ok. Et donc c'est vraiment, c'est cutchy. C'est ennuyeux, mais c'est rare. C'est rare, ok. Je suis sur la page des Travertins, pardon, justement. Je devrais connaître. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas une seule fiche produit sur laquelle il n'y a pas un petit bandeau qui est soit retrait 72 heures, soit livré rapidement, soit réduction, parce qu'il y a parfois des remises. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a de l'événementialisation de chaque fiche produit sur le site. Est-ce que c'est le cas? Sur ce type de produit particulièrement, puisque le travertin, c'est un best-seller. Travertin, c'est un dallage en pierre avec un prix très compétitif. Et donc, c'est un best-seller pour nous, mais pas que pour nous. Donc, c'est évidemment une catégorie qui est particulièrement soumise à ce type d'événements commerciaux. Et ensuite, ça dépend des catégories, ça dépend des périodes de l'année, mais oui, on essaye quand même d'évidemment avoir ce que je disais tout à l'heure, la notion de bon rapport qualité-prix, elle est fondamentale. Et puis la disponibilité, c'est aussi un élément important qu'on met en avant. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure, Guillaume, que vous considérez comme une entreprise pas de livraison, mais en gros la maîtrise et la plus-value, c'est ça, c'est d'amener la marchandise jusqu'au client final. Vous avez un ensemble d'entrepôts, vous stockez la marchandise de vos fournisseurs, il vous faut aussi, pour aller de l'entrepôt chez le client, de bons partenaires. C'est pas vous qui... Ok. On a des partenaires de transport, alors on fait 90% du flux avec 4 transporteurs, et on a deux partenaires logisticiens. Alors le transport, soit on a des grilles de transport à partir du moment, et c'est notamment le cas au départ de nos logisticiens, soit c'est un système d'appel d'offres à la commande. C'est aussi un avantage de nos logisticiens, c'est que compte tenu des volumes qu'ils ont, on peut avoir des grilles de transport qui sont mieux négociées. Voilà. Qui sont mieux négociées, surtout j'imagine que transporter, tu peux assez facilement prévoir ce coût à l'avance. C'est une grille qui est négociée en début d'année et qui peut être renégociée en fonction des volumes. En fait, c'est très simple. Une grille de transport, c'est à la palette. Hein. Ça va de 1 à 6 palettes. Et ensuite, tu as tous les départements français. Puis en bas, tu as la Corse. Et puis... Ok. Et c'est plus cher quand c'est à la montagne. Voilà. On a abordé rapidement les échantillons, mais ça fait partie du business. D'envoyer des échantillons en amont, est-ce que ça augmente le taux de transfo? Comment est-ce que... Ouais, alors on envoie beaucoup d'échantillons. C'est partie intégrante du business. Ça part justement de chez un de nos logisticiens, la SGE en Touraine, et c'est ça, le taux de transformation des échantillons, il est meilleur que celui du site, et il permet aux clients évidemment de se rendre compte, de toucher le produit. Je crois que le taux de transformation des échantillons, c'est 10%, je crois. C'est un peu plus, ouais. C'est 10% le premier mois, et en cumulé, quand tu suis d'accord, tu arrives à 20%. Ok. C'est un coût marketing pour nous, les échantillons. Ouais. Parce qu'il faut l'envoyer. Parce que on facture pas au client la réalité de ce que ça coûte, mais comme le taux de transformation est bon. Ok, tu te rattrapes ensuite. La distribution aujourd'hui, il y a le e-com, vous avez un showroom. Ouais, on a un showroom depuis le mois de décembre 2023, donc c'est récent, à Paris, en plein centre de Paris. Très beau showroom.
je t'invite à y venir. D'accord. Dans le sentier. C'est quoi l'adresse ? 19 rue Sainte-Foy. 19 rue Sainte-Foy. Ouais, voilà. C'est un showroom qui est ouvert uniquement sur rendez-vous. Donc, on bloque un créneau de 1h à 1h30. Le showroom est fermé. On est entièrement dédié au client qui vient parler de son projet. On présente les échantillons et on fait un devis en fin de rendez-vous si le client le souhaite. Et c'est pour ça qu'on parlait au début d'omnicanalité. Donc, parce que effectivement, on est passé d'un modèle pur e-commerce sur le site Ligerio à plusieurs canaux de distribution. Donc, ce showroom, on en a aussi un à Loches, qui est plus petit en termes de fréquentation, et évidemment que celui dans le centre de Paris. On a la marketplace de Leroy Merlin, qui est une part aussi importante de la distribution, même si on l'a depuis peu de temps. Mais vous avez des exclus sur certains produits ? Pour être sur la marketplace, on peut retrouver d'autres produits similaires. Enfin, tu vois, est-ce que oui, alors il y a certains produits qu'on est les quels seuls produits est-ce que vous mettez sur la marketplace, pardon, Alors la règle pour nous, pour la marketplace de Leroy Merlin, elle exige il y a un niveau d'exigence opérationnelle qui est vraiment très très fort, parce qu'il y a aussi un niveau d'exigence des clients Leroy Merlin qui est plus fort, qui est maximum, parce que même si c'est une marketplace et que le vendeur c'est Ligerio, pour le client final c'est quand même il achète chez Leroy Merlin. Donc, on ne vend sur Leroy Merlin que les produits que nous avons dans notre entrepôt, soit notre propre stock, soit le consignment. Et donc, ça, c'est la règle pour rentrer chez Leroy Merlin. Et puis, il faut aussi des produits sur lesquels il faut rentrer dans le marché, parce qu'évidemment, sur la marketplace de Leroy Merlin, c'est aussi assez concurrentiel. Mais d'ailleurs, c'est un argument parce qu'en fait, on a lancé le consignment cet été, au même moment, on a lancé les marketplaces. Et c'était un peu un argument, en fait, on allait voir nos fournisseurs en leur disant, on voulait les prendre en consignment, et on leur disait, mais de cette manière-là, en plus, on vous donne accès au marketplace. Parce que eux ne peuvent pas remplir les qualités de service demandées par les marketplaces. Nous, on peut. Donc c'est un débouché supplémentaire pour eux et potentiellement un potentiel business. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Et vu que les marketplaces, ça représente, c'est monté en 6 mois, c'est monté de 0 à 15% du chiffre d'affaires. En fait, cette croissance, c'est pas rien, elle est sur très peu de produits. Sur une marketplace. 15% sur une marketplace. 15% du CA sur une marketplace. Mais vous en avez plusieurs ? Pour le moment, on n'a que la marketplace. Okay. Mais peut-être qu'on en aura d'autres. Mais et alors ensuite, on a la partie on est aussi grossiste pour certains autres distributeurs sur certains produits, notamment des produits d'import. Et puis il y a une partie qu'on appelle B2B grand compte. Là, on répond à des gros appels d'offres. On va décrocher une grosse commande pour un hôtel, pour un promoteur immobilier. On va fournir d'un coup plusieurs centaines, voire milliers de mètres carrés de parquet, de dallage. Ok. La partie négoce, elle est intéressante. Ça veut dire que vous avez quand même des volumes, ou en tout cas sur certains produits, c'est vous qui vaut mieux appeler qu'un fabricant en direct ? Ouais. Ok. Ça, on a des volumes et des prix qui nous permettent, soit parce qu'on est importateur, soit parce qu'on est distributeur, mais parce que on a aujourd'hui des tarifs et un service client qui nous permettent de répondre à des gros projets, up to, tu vois, 5000 mètres carrés, quoi. Donc c'est pas des petits trucs, quoi. C'est quoi un projet de particulier en moyenne? Un projet de particulier un particulier en mètres carrés. Enfin, en mètres carrés, mais j'ai à quoi je compare, tu vois. En moyenne, 40. Moi, La commande moyenne, c'est 40 mètres carrés. Ouais, donc c'est vraiment des gros trucs. Et quand on parle d'un projet de 5000 mètres carrés, c'est promotion immobilière, rénovation ou construction d'immeubles, et on se positionne, on fait un devis pour fournir le parquet ou le carrelage. Tu rachètes le négoce d'un pote qui vend des cheminées, tu sens des signaux faibles sur le fait qu'il y a des besoins de produits de qualité, tu crées un listing de produits mais sans transaction, enfin sans pouvoir acheter sur Wix. 4 ans plus tard, on est là avec une boîte qui va faire 10 millions d'euros, 6000 refs sur WordPress et WooCommerce. D'ailleurs, je vous fais un teaser pour la suite, on verra comment vous faites tourner ça. Mais entre-temps, tu as levé de l'argent, pourquoi ? C'est vrai qu'on a abordé ce passage-là tout à l'heure. Pourquoi ? Guillaume, tu veux répondre sur la partie levée ? C'est la finance, c'est lui. Et j'aimerais t'amener du coup sur l'objectif de renta que vous avez posé, fixé, atteint récemment. Mais pourquoi cette levée de fonds ? En fait, ça coûte extraordinairement cher d'ouvrir des catégories et du coup d'étendre le chiffre d'affaires.
C'est-à-dire que le travail que Jean a fait au début, à créer 50 fiches produits par jour, si on devait le valoriser, ça vaut beaucoup d'argent. Okay. D'autant que les fiches produits qu'il a créées à cette époque-là sont encore quasiment les mêmes sur les sites aujourd'hui, tellement elles étaient impeccables. En fait, quand on est arrivé c'était en mai 2022, on venait de lancer le WooCommerce et on décide de lever des fonds parce qu'on se dit ok, il faut qu'on ouvre des nouvelles catégories, il faut qu'on aille beaucoup plus loin en fait dans ce qu'on fait, il faut qu'on recrute du staff un peu qualifié, notamment surtout sur l'acquisition, sur la tech, enfin voilà, on avait atteint un peu un palier qui en fait est le palier au niveau duquel se retrouvent pas mal de nos concurrents aujourd'hui. Mais comment vous financiez jusqu'à la levée de fonds du coup ? Jusqu'à la levée de fonds, on y allait déjà. Obligé d'être on était ultra lean, on faisait hyper gaffe. Okay. On n'avait pas tellement d'experts, de gens experts de leur domaine chez nous. Le premier jour où je suis arrivé chez Ligério, il y avait Jean et 5 stagiaires. Et ils faisaient un taf de dingue, hein. C'était extraordinaire ce qui se passait, mais faut quand même les accompagner. Et là, la boîte grandissait et il y avait une question de structuration. Il fallait à un moment ou à un autre embaucher des gens un peu qui pouvaient structurer un peu la boîte, apporter un peu de seniorité, et il fallait si on voulait développer le chiffre d'affaires, il fallait ouvrir plus de catégories, il fallait voilà, il y avait un palier dans lequel on était, et c'est vrai que la boîte était quand même pas suffisamment rentable pour payer le salaire de quelques mois après la levée de fonds. On a embauché un directeur des opérations par exemple, c'est quand même un peu clé chez nous. Et en fait c'est le genre de type qu'on aurait t'aurais pas eu les moyens, compliqué de se le payer day one. Et mais du coup, alors, en plus il y a un autre avantage du modèle B2C, c'est que t'es payé avant de passer ta commande en drop en plus. On a un BFR qui était structurellement négatif. Ouais. Ok. Donc vous faites la levée de fonds, on est en 2022. Ouais. Ok, avec un objectif de renta à 2024. Ouais. Et on y est, félicitations. Premier mois ever, ouais. c'est ça. Bon, ça a été plus dur que prévu. Hein. Voilà, ça a été plus dur que prévu. Parce qu'entre-temps, quand même, on a eu la montée des taux. Enfin, tout ça nous impacte nous beaucoup. Donc, on a eu moins de croissance que ce qu'on espérait. Mais en délai pour tenir un break-even, on a tenu l'objectif. Ouais. Ok, quels ont été les principaux freins, principales frictions pour arriver jusque-là? Ouais, tu as dit lever des taux, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Bon, c'est lever des taux, mais on est quand même sur un marché qui est assez cool. Globalement, la rénovation, c'est un marché qui se porte quand même sur les longs termes, qui se porte pas mal. La part du e-commerce là-dedans est en très forte croissance. Donc voilà, lever des taux, c'est pas idéal, mais bon, ça nous a mis un frein. N'en demeure pas moins que globalement, la croissance sectorielle est quand même plutôt dans notre sens. Qu'est-ce qu'on a eu comme gros ta question, c'est qu'est-ce qu'on a eu comme gros pépin le chemin de la renta, tu vois, on le cherche tous sur ce moment. Des énormes claques, on s'est pris je te parlais de logistique, les premiers stocks qu'on a reçus. La première fois qu'on a reçu des stocks en propre, le premier produit sur lequel on a essayé ça, c'est sur des pavés. Des fourches sous les palettes. Donc là, des pavés, t'as 9 mètres carrés, ça fait 1,5 tonne. Tu vois, c'est énorme. Et en fait, on avait mal, on n'avait jamais fait, donc il y a une learning curve qui va avec ça. Et donc on a reçu des pavés qui étaient dans des conditionnements qui étaient trop lourds pour être livrés en France. Donc les normes de haillons en France, c'est 1 tonne. Nous, on avait que des palettes d'1,5 tonne. Donc déjà, on peut pas les livrer. Donc il fallait tout sortir et repackager tout. Okay, mais ça coûtait extraordinairement cher une palette, hein, c'est pas du tout donné. Surtout que là, c'est des produits qui sont au mètre carré, pas très cher, au kilo, pas très cher. Donc ça, c'était un gros problème. Donc là déjà, tu t'es mal barré. Et le deuxième gros problème avec la même livraison, c'est qu'on a reçu des palettes qui sont pas utilisables en fait chez nous. Elles sont trop basses en fait. Donc la fourche du Fenwick ne passe pas dessous. Donc là, on a dû tout remettre sur d'autres palettes. Tu vois le truc. Et tout ça avec à l'époque en plus une grève dans les ports. Donc là en plus, on s'est tapé premier rapport, on s'est tapé, je crois que c'était 15 000 euros de pénalité. De pénalité, ouais. Parce que on s'est fait livrer pile au mauvais moment. Donc on s'est pris des grosses claques là-dessus sur les premières livraisons. Et puis après ça, ces produits qui étaient best-sellers là, quand il y a eu les événements qui empêchaient les bateaux de passer en mer Rouge, ça a fait énormément augmenter le prix du fret maritime. Donc parce que les bateaux devaient faire le tour de l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez. Donc là, arrêt d'une catégorie globalement, hein, donc tu dois trouver des catégories de substitution, mais voilà, en fait
la croissance du chiffre d'affaires, c'est toujours plus dur que ce qu'on pense. Mais on y est arrivé. Voilà. Et juste alors, pour l'idiot que je suis, break-even en mars 2024 sur... comment tu le calcules? Tes EBITDA break-even. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des coûts que tu peux pas... Ouais. T'arrives à avoir une compta suffisamment analytique pour... Je sais pas si tout le monde a la même définition. Ok. Bon. Nous, le break-even, c'est on regarde les ventes qu'on a fait sur un mois. On regarde la marge qu'on va faire là-dessus, parce qu'on connaît notre marge. Ouais. On regarde tous nos coûts d'acquisition sur la même période. Et ça nous donne notre marge nette après acquisition. Bon. Ça nous donne un montant. Et en face de ça, on a nos salaires, tous nos frais de structure, la tech, les serveurs, tout ça. Et que t'as budgété, enfin, t'as le réel sur le passé, t'as le budget sur la suite. Ouais, c'est ça, ouais. T'as un deuxième. J'ai mon budget, mais qui est là dans la mesure où on est en quête de break-even, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de grosse variation d'un mois à l'autre. On connaît nos charges, on connaît ça assez bien. Donc toutes mes commandes d'un mois, la marge générée par mes commandes d'un mois permet de couvrir toutes les frais de structure de la même période. Je retraite de ça. Bon, mais je suis tout à fait transparent avec les investisseurs là-dessus. Hein. Je retraite de ça les événements un peu ad hoc. Qui peuvent être d'un côté, dans notre sens, des subventions, ce genre de choses, ou de l'autre côté, il y a quoi de ad hoc qu'on a retiré récemment. On a sorti des frais d'avocat qui étaient liés à une levée de fonds, tu vois, genre de truc. Voilà, ça, tout ce qui n'est pas lié au run, j'enlève. Ouais. Voilà. Donc ça nous fait notre EBITDA. Donc là, c'est même pas qu'on était à zéro, on était assez positif là-dessus. Mais donc c'est un EBITDA break-even. C'est pas un cash flow break-even. Un cash flow break-even, il faudrait qu'on rajoute là-dedans, d'un côté, les remboursements d'emprunt, parce qu'on a de la dette, et de l'autre côté, les impacts plutôt positifs qu'on a de notre BFR négatif. Ok, très clair, intéressant. Ça va se reproduire en avril, en mai, en juin? Ouais, alors on a une saisonnalité, on savait qu'on serait break-even en avril, parce qu'on est porté par la saisonnalité du début des beaux jours. On commence à se projeter maintenant sur l'été. On se dit, tiens, ce serait sympa de refaire la terrasse. Donc on a plein de commandes qui sont liées au fait que l'été approche et donc mars, avril, mai, juin, c'est des super mois. Avril, c'est le meilleur. Donc nous on avait communiqué avec nos invests sur on sera à break-even en avril, ça c'était sûr. Bon là il se trouve qu'on a eu un mois d'avance, ce qui est plutôt cool. Avril on est serein, mai, juin on est plutôt serein. Ouais, après le reste de l'année on verra. Nous le but du jeu c'est d'essayer d'être break-even globalement sur l'année et donc voilà. Mais août il y a zéro, il y aura pas d'activité, on sait. Voilà. Et votre clôture, elle est en décembre? Ouais. Donc tu as un premier semestre qui est EBITDA positif, un deuxième semestre qu'il faut pas, qui est EBITDA négatif? Bon, j'espère que les deux seront positifs. Oui, mais ouais, les deux peuvent se compenser dans le jeu. Ouais. Okay. Enfin, en fait, donc là on est EBITDA break-even. Ah, c'est ça ta question. On est EBITDA break-even sur un mois. On pourra dire officiellement qu'on est vraiment genre break-even si on est EBITDA break-even sur 12 mois roulants. Moi, dans le service, j'ai une petite saisonnalité déjà, mais surtout, je commence l'année en EBITDA négatif. Et c'est sur la fin, tu vois, que je rattrape l'EBITDA négatif du début, en espérant évidemment que ce soit positif ou négatif. Ouais. Mais d'où ma question. Ok. Intéressant, félicitations, c'est cool. Ils sont contents? Ils vont mettre au pot? Vous avez besoin de relever? Ils sont contents, ouais, ils sont contents. Enfin, le financement, pour l'instant, est-ce que c'est un enjeu pour accélérer encore plus ou pas? On a des plans pour l'avenir qui vont nécessiter des financements. On n'est pas obligé de les faire tout de suite. Oui, et puis une fois que tu es de toute façon en EBITDA positif, tu peux aussi aller voir aller chercher de la dette plutôt que du dilutif. Ouais, bon là t'as 12 mois de délai quand même parce que la dette elle vient avec un bilan, ouais. Donc c'est pas pour tout de suite. Après et puis 12 mois, bah ça j'ai pas envie de perdre 12 mois pour des questions de juste, enfin. Oui. Donc non, on est en train de réfléchir à ce qu'on veut faire après. Bon là l'objectif clairement c'était d'être break-even premier semestre. Ça y est c'est fait. Maintenant what's next? Dans les pistes d'avenir, il y en a qui vont nécessiter des financements. Il y a des trucs qu'on veut faire qui vont nécessiter des financements, d'autres moins. Faut qu'on parle de ça avec notre board. Bon, on parlera d'avenir dans 5 minutes. Vous me direz quels chakras sont ouverts. Vous avez fait un truc en acquise qui est original et ça vaut le coup de l'aborder. C'est une strat SEO en mode commando, en mode war room. Mais tu vas m'expliquer ça dans un instant et puis explique-moi surtout le contexte d'où vous venez avant de mettre cette strat en place. Le contexte acquisition SEO, ouais. Ouais, alors ok, très bien. Donc en août 2022, on lève des fonds et là on a deux de nos investisseurs qui nous posent la question.
des nombres de clics qu'on a sur la Search Console. Ils ont demandé des captures d'écran. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, on était en discussion avec eux. On pensait qu'ils allaient les mettre. Bon, on n'était pas trop sûr. Et puis, on avait la deadline de la levée de fonds qui approchait. On leur dit, guys, vous venez pas. Enfin, dites-nous juste. Et là, ils nous répondent, envoyez-nous le screenshot. On envoie le screenshot. Ils disent, OK, on met. Donc là on se dit ok, en fait c'est puissant cette histoire de clic SEO et on n'avait jamais tellement réalisé ça, c'est-à-dire qu'historiquement on avait très peu de trafic SEO. Donc en janvier en mars 2023, j'ai regardé hier, on était à 14 000 clics SEO, donc c'est vraiment c'est rien, hein, puis c'est principalement de la marque, c'est vraiment rien. Et donc là ils nous disent donc SEO ça peut être intéressant. On en parle avec d'autres investisseurs, on se dit mais ok, si le but du jeu c'est de faire une boîte break-even, ce qui était le but dès la première levée de fonds, on se posait la question des coûts d'acquisition qui étaient assez élevés. En début d'année 2023, on avait des coûts d'acquisition qui tournaient autour de entre 9 et 11% du chiffre d'affaires. Et donc c'était quand même assez élevé, quoi. C'est du gros montant. Principalement sur Google, j'imagine. Hein. Ouais, c'est très large. intentionnel. Google, ouais, carrément, quasiment que Google. Hein, ouais. Enfin, du coup, en fait, pas tout à fait. Quasiment que Google et l'agence. Parce qu'il y en avait une agence qui nous aidait à faire notre SEA. Oui. Et qui prend quand même un gros bout de tout ça. Mais enfin, en canal, c'était du coup que Google. Et donc, on s'était dit, ok, c'est intelligent d'investir sur le SEO. On a essayé ça avec une agence qui nous a un peu accompagnés, qui nous a coûté quand même assez cher. Mais vu l'enjeu, on s'est dit, ok, ça vaut le coup. Nous, on n'est pas experts, on prend une super agence qui a bonne réputation et on le tente avec eux. Et on a tenté un peu avec eux, mais au bout de 6 mois, il y avait genre aucun résultat. Mais ça prend du temps le SEO, c'est normal. Voilà, exactement. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Je leur ai dit, bah non, je peux pas attendre 6 mois avant d'avoir du retour sur investissement. Voilà, donc j'étais peut-être un peu impatient. Enfin, en tout cas, je trouvais pas de raison en fait qui m'explique que ça prenne tant de temps. C'est que moi, j'arrive à comprendre que 100% de l'effet d'une action d'aujourd'hui ne soit pas visible dans 3 mois, ça je le comprends. Mais qu'il y ait 0% de l'effet visible dans 3 mois, ça je peux pas comprendre. Ouais. C'est pas raisonnable de dire ça monte. Mais bon, on peut pas, voilà, c'est pas raisonnable. Et du coup, début d'année 2023, on se dit, ok, il faut vraiment craquer ce sujet-là. Et on a recruté une petite équipe et on a passé énormément de temps. On a demandé à nos investisseurs, on en a fait de la grosse priorité. On fonctionne par grosse priorité. D'ailleurs, c'est dans tes valeurs aussi. C'était laquelle tu veux pas tout faire à la fois. Enfin, donc là, grosse priorité SEO et on a contacté plein de gens hyper compétents en SEO et on a travaillé pendant plusieurs mois sur la définition d'un plan d'action. Conclusion de ce plan d'action, il y avait une brique tech qui était, si je simplifie, avoir un site qui va plus vite. Notamment en version mobile. Il y avait une brique sémantique, du coup on reviendra là-dessus. Et texte sémantique et linking, netlinking. Et linking. Alors pour le linking, on a hyper bien entouré, donc on a fini notre stratégie de linking. Et sur la partie sémantique, le linking, c'est en gros savoir quel site pointe vers le tien et comment au sein de ton site il y a des liens en interne aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, pour le coup, sur l'approche qu'on avait, c'était plus comment organiser les liens externes vers le nôtre. Ouais. Et après, il y a aussi des cours internes. Et sur la partie sémantique, du coup, qui est quand même, faut que le linking fonctionne et pour donner de la crédibilité à l'ensemble, et il faut que la tech soit OK pour que Google te considère un minimum. Et il faut créer du contenu. Il n'y a rien qui fonctionne sans contenu. Voilà, rien de tout ça fonctionne sans contenu. Et donc là, on avait fait des règles 3. On s'est dit, OK, on veut faire 100 000 clics dans un an. Donc là, toutes les agences me disent, mais jamais, laisse tomber, tu passes pas de 0 à 100. En un an, ça n'existe pas. Et à 0, t'es à 13. Ouais, mais c'est de la marque. Ouais, et ça, ils sont bien gardés de me le dire. Et donc, tu peux pas aller si vite avec le SEO. Et j'ai dit, si, on peut. Un article, ça génère tant de clics si c'est bien placé. Il me faut 800 articles. Et j'ai 1 an pour le faire. Et conclusion de ce truc-là, donc je vais voir les gars qui s'occupent du SEO et je leur dis, OK, il faut 800 articles, ça vous prend combien de temps pour les faire? Et ils me répondent, ça prend 1 an. Et pour faire 800 articles. Ouais, pour faire 800 articles et arriver du coup aux fameux 100 000 qui arriveront du coup 1 an d'après, 1 an plus tard, puisque c'est toujours des 12 mois. Et du coup, je leur dis, non, on va pas faire ça, on va se faire une war room. Donc, je leur explique le concept de war room, qui est un truc très requête internet. Donc Joomla, qui consiste à généralement mettre plusieurs équipes différentes dans la même pièce pour régler le problème d'une des équipes. Et tout le monde se focalise sur un sujet et on sort pas de la pièce tant que le problème n'est pas réglé. Donc là, eux sont fait une war room SEO.
et qui consistait à créer, ils avaient 2 mois, ils ont pris 2 mois et demi à créer 800 Ils articles. sont sortis de la pièce pendant les 2 mois. Enfin, un petit peu. Ils avaient le droit de sortir, mais pas trop longtemps. Mais, et donc, ils ont fait leur truc, ils ont publié les articles dans les 2 mois qui suivaient. Et donc, tout ça, c'était pour donner des ordres de grandeur. C'était septembre, octobre, novembre, la War Room. Le linking qu'on avait commencé un peu avant, la tech qu'on avait déjà fait avant. Donc, en novembre, le truc est complètement implémenté. Et là, en mars, enfin, la tendance est la même depuis janvier. Ok, j'ai les chiffres pour mars. Mars, on fait 73 000 clics SEO. Ah, t'as raté les 100 000. Ouais, mais c'est pour décembre, ça. Hein. Ouais. Non, c'est formidable. On a fait 73 000. Quelques mois plus tard, 73 000, alors que tu partais de zéro il y a un an exactement, et que la stratégie était prête, enfin, implémentée, disons, en novembre. La War Room, t'as mis combien de personnes? Ils étaient, sans compter ChatGPT, du coup, ils étaient 5. Sans compter ChatGPT. Quelle était la part du coup de ChatGPT? Si ChatGPT avait été un homme, on peut considérer que ça aurait représenté probablement 50 ou 60% du travail fait. Après, il se trouve que ChatGPT, c'est juste une machine, que ça va extraordinairement vite. Donc, en fait, ça a représenté. Mais tu penses pas qu'un mec avec ChatGPT aurait pu faire autant? Pourquoi 5 concepteurs rédacteurs? Un mec avec ChatGPT, il va faire que du ChatGPT. Et là, c'est hyper risqué. Ok. Donc, un mec pour ChatGPT, puis un mec pour en fait, ChatGPT était utilisé uniquement par le chef d'orchestre de tout ça pour donner des guidance à tout le monde. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas utiliser ChatGPT. En fait, on avait hyper peur. Il y a un truc qui nous stressait vachement, c'est de se dire, ok, on fait cet investissement qui en euros est pas énorme, mais enfin, à ce moment-là de notre vie, on est 6 mois avant le break-even, donc on fait quand même un peu gaffe à notre cash. À ce moment-là de notre vie, c'était quand même significatif. Et on était un peu paniqué. Moi, j'étais paniqué à l'idée de se dire qu'on allait faire cet investissement, avoir un wow effect quelques mois plus tard, parce qu'on n'aurait pas fait 800, on aurait fait 8000 articles. Donc là, énorme wow effect. Ensuite, tout se pète la gueule parce que Google modifie ses algos et des références, tout ce qui est IA. Donc on a vraiment tout évité... ce qu'il pense qui est IA. Ouais. Mais c'est vrai que ça se sent, premier semestre 2024, c'est le... Là, du coup, on est en plein dedans. Et je regarde sérieusement ce qui se passe parce que je sais pas comment il fait sa définition, Google. IA, pas IA. Donc voilà, je suis content de pas avoir pris de risque. Donc 800 articles, là vous avez fini un peu moins, mais presque 800 articles. 73 000 clics là en mars 2024 versus 0 en dehors de la marque il y a un an. Et la War Room, du coup, c'était organisé comment? Une pièce, ils en sortent pas de fenêtre, des cartons sur les murs avec des numéros. Et tous les articles qu'il fallait écrire, et tous les soirs. Donc les 800 cartons sur les murs. Non, le mur avait été recouvert de cartons, et sur les cartons, ça va faire comme un tableau, quoi. Sur les cartons, t'avais plein de colonnes avec les articles à écrire, et tous les soirs, on cochait les articles qui avaient été écrits dans la journée. Et ils publiaient en direct, ou vous avez ensuite mis un planning de publication des articles? Enfin, une vraie question, ça. On a beaucoup hésité entre Google peut sanctionner, tu vois. S'il voit un site qui passe de 0 à 2000 articles, ou 0 à 100, il se dit, oulala. On a publié par cocon. Sur un thème sémantique. Ouais. Ça nous permettait de voir aussi le ROI de l'action sur le cocon en question. Si tu devais refaire donc ça a marché, super, félicitations. Si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Cette opération qui a duré quelques mois. Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux? Déjà j'ai appris 2-3 trucs, donc j'aurais passé 2 mois de moins à me poser la question de est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée. Est-ce que je le referais différemment? Je pense qu'il y a un budget dans tout ça. Il y a un budget qui est important, c'est le netlinking, qui nous coûte quand même assez cher. Et pour netlinker, soit tu fais en interne, soit tu fais en externe. Nous, on travaille avec un netlinker, dont c'est le métier, et qui prend une commission dessus. Alors ouais, il est super fort. Et voilà. C'est quoi son métier? Pardon? C'est quoi son métier? Son métier, il a d'un côté, il a des clients comme nous qui demandent à faire monter des pages. Et de l'autre côté, il a soit ses propres sites, soit des sites qui mettent sur le marché de l'espace sur des pages. Et dans lequel tu mets des liens ou des articles. Et donc ce métier, c'est de faire la bourse entre les deux. C'est un peu comme les relations presse, mais version... Ouais, sauf que lui va prendre d'autres choses en considération. Enfin, on remarque relation presse aussi, mais il va prendre d'autres choses en considération. Il va se dire que si la page de destination est une page sur les bras zéro, je sais pas, peu importe, il va essayer de réfléchir à la qualité de la page source. Donc il faut qu'il ait un peu de logique. Et après, il y a aussi tout un numéro d'équilibriste parce que Google n'aime pas trop le netlinking.
il le tolère tout à fait, Tolère, mais ouais. il aime pas trop ça. Et du coup, faut avoir quand même. Je crois que c'est un peu un jeu que Google joue, mais il faut avoir un rapport qui est sain entre les liens directement vers la homepage et les pages profondes et les liens qui sont en follow, les liens en no-follow. Il faut que ça ait l'air naturel. Et ça, le linker, c'est un peu son métier aussi. Ok. C'est qu'il peut faire des liens qui Ouais. pointent vers toi, mais qui sont en no-follow, juste pour dire à Google, regarde, c'est naturel. Ok, compris. Dernier Et ça, point. faut pas se planter, parce que là, pour le coup, c'est un coup à se prendre des pénalités. Donc, nous, on s'est dit, OK, on met le budget là-dessus, parce que c'est un pro, et il va pas se planter, parce qu'on s'est déjà pris dans l'histoire une pénalité à cause d'un truc comme ça qui était mal fait. Donc, on a mis le budget là-dessus. Si c'était à refaire, je passerais plus de temps à essayer de comprendre comment faire ça bien en interne. Ok. C'est intéressant parce que tu as quand même un triptyque, donc la tech, pour être sûr que les articles que tu mets en ligne, et tout ce qu'il faut pour être bien référencé par Google, H1, vitesse de chargement, enfin tous ces trucs, la sémantique pour être sur les sujets que tu as ciblés et le netlinking pour donner de la légitimité et de l'autorité à ton site. Sur la sémantique, comment est-ce que vous avez fait décrit les univers sur lesquels vous allez écrire, les cocons? Alors ça, c'était un travail, mais c'est une montagne de travail que les gars SEO se sont fait. Ils ont commencé par prendre tous les liens de notre site. Ils ont fait un Miro avec ça, mais qui fait la taille du mur en police 3, tu vois, ce truc dingue. Et ils ont imaginé un monde où ça était intelligible par Google. Donc ils ont refait tous les liens, toute la structure. Et à chaque nœud, ils ont dit, OK, là, il faudrait mettre un article sur tel et tel sujet. Et là, ChatGPT arrive pour aider à faire le plan. Voilà, c'est comme ça qu'on a construit l'univers sémantique qu'on voulait avoir en destination, qui n'a rien à voir avec le site de base. Hyper intéressant. Le temps file. Mais c'est un travail que les agences ne font pas. Ça, c'est les agences en tout cas, l'agence avec lesquelles j'ai travaillé. ne font pas ça parce que c'est un travail qui prend. Ça lui a pris. Ils étaient à 2 dessus. Ça leur a pris 2 mois de faire ça avant de pouvoir lancer justement la War Room. Oui, d'accord. Ils étaient à 2, peut-être pas en full time, si full time. C'est quasi full time sur ce sujet. T'imagines le coût vendu par une agence à, je sais pas, à 500 balles le jour homme, ça fait 10 000, 20 000 par mois, sur 2 mois, c'est à 40 000. Mais du coup, ils le font pas, et du parce coup, que tu l'achèterais pas. du coup, mais ils le font pas parce que tu l'achèterais pas. Alors ça, pour le coup, moi, on me propose, je reviens à l'époque où je me posais la question de comment faire exploser mon SEO. On me propose cette solution, je signe direct. Ouais, c'est une grosse enveloppe, mais... 40 000 pour l'analyse. Ensuite, il faut écrire. Après, tu fais les taux horaires que tu veux, mais non, puis il y a peut-être moyen de le faire plus rapidement. Mais à la fin de la journée, tu fais un x5, x6 sur ton trafic en 6 mois. Dernier sujet que j'aimerais bien voir, c'est la tech. Vous êtes sur WooCommerce. WooCommerce, donc qui est l'add-on e-commerce de WordPress, qui est un CMS éditorial à la base. WooCommerce permet de rajouter cette couche e-com sur ce CMS éditorial avec 6000 refs, c'est ça, je dis une bêtise, hein, 6000 refs. C'est bien, mais pour que ça tienne, il faut bien le maintenir. Racontez-moi un peu la stack et est-ce que vous êtes satisfait d'où vous venez, où vous allez sur cette stack technique? Je vais laisser Guy me répondre. On vient, enfin, c'est lui qui s'est occupé de l'implémentation de commerce, mais on vient d'un site homemade d'agence, donc l'agence dont je te parlais. Ouais. Voilà. Donc avec une solution qui était quand même assez fermée. Ça a été un des premiers chantiers dont Guillaume s'est occupé, c'est de passer sur WooCommerce, sachant que ça aura aussi ses limites en termes de nombre de refs, quoi. T'es limité à, je sais pas, 10 000, quoi, un truc comme ça. 10 000 SKU. Donc, voilà. On s'était dit à l'époque, en fait, on n'avait pas le choix déjà, il fallait qu'on change de site. Ne serait-ce que pour une question financière, parce que il nous fallait une solution pour traiter notre logistique. La logistique est hyper compliquée chez Igério. On fait de la vente en ligne directe. Nous, nos concurrents, en général, si tu veux acheter en ligne, tu peux pas. Tu dois faire une demande de devis, justement pour cette question de la logistique. On a des grilles qui nous permettent de facturer le client quand on fait des ventes en ligne, qui prennent en compte le point de départ, le point d'arrivée, le poids, le type de produit. Et après, une fois que tu as tout ça dans ta matrice et que le client arrive sur son panier, onglet livraison, il doit choisir, est-ce que je vais me faire livrer avec un petit camion, un grand camion, quels équipements. Donc en fait, le truc est hyper compliqué. Et il nous fallait une solution qui réponde à ce problème-là. Où tu puisses faire du custom sur cette partie-là. Ouais. Et la solution qu'on avait à ce moment-là ne pouvait pas proposer du tout ce genre de choses. Et on leur avait demandé de nous développer un truc comme ça. Ils nous avaient sorti un truc à 6 chiffres, complètement inenvisageable.
Et non, peut-être pas si je c'est déjà un peu moins que ça, mais enfin, ça me paraissait énorme en tout cas à l'époque. Et donc il nous fallait une autre solution. Donc là, on se pose la question des solutions. Qu'est-ce qui existe? Quel prix? Qu'est-ce qu'on va gagner avec ça? Et très vite, la question c'est, la solution, tu la cherches pour quel target de chiffre d'affaires? Donc nous, on s'était dit à ce moment-là, voilà, on aimerait pouvoir tenir jusqu'à 8000 références et avec un target de chiffre d'affaires entre 15 et 20 millions d'euros. Et donc voilà, c'est tous les ordres de grandeur qu'on avait à ce moment-là. Et en fait, sur les produits qui existaient à ce moment-là, on avait fait une belle matrice à la McKinsey. Je me souviens plus de tous les concurrents qu'on avait screenés, mais la conclusion était quand même assez rapidement que nous, on voulait internaliser la tech, donc on voulait un CTO chez nous, de toute façon. C'est marrant d'avoir un CFO et un CTO chez vous, très rapidement. Non, CFO, moi, c'est Guillaume le CFO. Ah oui, non, mais je suis pas, oui, enfin, je fais pas que ça. Je fais quand même d'autres trucs. Non, mais par contre, le CTO, on voulait, parce que nous, on n'est pas, Ligerio, c'est une boîte de logistique plus qu'une boîte de texte. Il nous fallait quelqu'un de fort là-dessus. Donc ça, on s'était quand même bien fait la conviction sur ce truc-là. On voulait avoir un dev vraiment solide avec nous. Et on voulait une solution qu'on puisse customer, pas à faire nous-mêmes from scratch, et qui surtout ne coûte pas trop cher. Et WooCommerce, c'est quand même vraiment cool là-dessus. Et après, dans les solutions qui étaient OK pour remplir ces critères-là, la solution qui avait le système déjà ready to play pour gérer notre logistique, c'était WooCommerce. Oui, qui est en plus très malléable et tu peux faire du sur-mesure sur les sujets dont tu as besoin. Et, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on est arrivé sur ce truc-là, WooCommerce, pas de regret, hein, mais on sait qu'il y a un plafond de verre. Ouais. Il y a des sites qui font plusieurs dizaines de millions d'euros sur WooCommerce. Enfin, tu vois, c'est pas avec notre template. En fait, on a ça, c'est si tu me posais la question de quelles sont les erreurs qu'on a fait, on a pris un template qui n'était pas adapté. Vous avez pris un template, il n'est pas développé pour vous? Non, on a pris un template Woodmart qui n'est pas tout à fait adapté à là où on veut aller après avec le site. Donc on sait qu'on va avoir des problèmes de vitesse de site. Ok, c'est intéressant. Quand tu prends un template, pas le genre de truc auquel tu penses non, tout petit, tu te dis ah ouais, ce template il est cool, mais en fait non, en fait faut y réfléchir. Non, mais c'est quand même intéressant ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux faire 10, je vous le souhaite cette année, 10 millions d'euros sur WooCommerce avec un template et 6000 refs. Ce qui est un challenge. Donc vous avez un CTO en interne, et c'est lui qui gère aussi l'optimisation de la charge du site. Ouais. Et puis on est plutôt bien ranké. Hein. On a un site qui est pas ultra rapide. Ça tourne bien. Okay. Jean, peut-être pour conclure, merci pour votre temps. Déjà, le temps file. Je suis pas assis à l'endroit habituel et putain, le temps file. C'est bien. Oui, d'ailleurs, si vous regardez cet entretien en vidéo, vous ne me verrez pas parce qu'on n'a que 2 caméras et du coup, je les ai laissées à mes invités et je suis dans l'ombre. Jean, peut-être pour finir, où va Ligerio? Si je te réinvite dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce que tu me racontes comme histoire? Si je reviens dans 1 an, dans 2 ans, je te raconte une entreprise qui a ouvert des nouvelles gammes. Déjà, c'est quand même la croissance de notre chiffre d'affaires, elle est aussi extrêmement liée à la croissance de notre catalogue. Donc ça c'est un des sujets fondamentaux. Voilà. On a des sujets tech, notamment sur la partie dropshipping. Tu vois, aujourd'hui il y a quand même un traitement humain qui est quand même encore assez lourd, tu vois, sur passage de la commande à nos fournisseurs, passage de la commande à nos transporteurs. Et tout ça, ça peut quand même s'intégrer dans des solutions qui sont quand même qui seraient plus efficaces et plus scalables, comme on dit. Et puis le consignment, qu'on peut aussi appeler le fulfillment par Ligerio, en fait, il nous ouvre quand même un univers de possibilités beaucoup plus grand que là d'où on vient, parce que ça améliore considérablement nos opérations, et donc ça nous permet d'envisager de développer des nouvelles gammes beaucoup plus rapidement sans avoir en fait à acheter du stock. Et donc il y a ces voilà, ça va être ça, il y a ces chantiers là. Il y a toujours dans le e-commerce un enjeu d'amélioration de nos opérations, réduction des coûts de livraison,
réduction des délais de livraison, qui vont nous occuper. Ouais, non, nouvelle catégorie, potentiellement moi j'aimerais bien qu'on ouvre un peu potentiellement d'autres sites. Est-ce que l'international est une question? L'international, on est limité quand même par le poids de nos produits, quoi. C'est compliqué de faire Tu faire peux traverser les frontières. En fait, il y a un centre logistique en Espagne ou en Italie ou en Allemagne. Il y a deux façons de voir l'international. Il y a une façon qui peut être effectivement assez rapide et qui fait partie de nos objectifs. C'est une partie où on réserve l'international à du B2B grand compte, grand projet, un peu ce dont je te parlais tout à l'heure, et se dire, on va apporter on pourrait penser Middle East par exemple, notre expertise dans les beaux matériaux de qualité, avec quand même un catalogue très fourni aux produits français qui ont quand même une notoriété importante à l'international. Et donc on traite la partie B2B grand compte de l'international, et ça c'est assez facile à faire parce que c'est des projets qui ont une taille suffisante pour justifier d'expédier les matériaux compte tenu du volume des projets. Et ensuite il y a une partie aller à l'international avec la partie e-commerce pure, et là du coup faut recréer un centre logistique, recréer un réseau de fournisseurs. Alors c'est vrai que le fulfillment, le consignment nous permettrait d'approvisionner quand même un entrepôt à l'étranger. Donc effectivement c'est tout à fait quelque chose qu'on a en tête. Ouais, c'est sur la table. Cool. Bon, Guillaume, Jean, merci pour ce. Alors c'est pas un tour d'horizon là, on est rencontrés quand même dans le détail. Sur Ligerio, bravo pour cette belle aventure, bravo pour ce break-even que beaucoup d'entre nous qui ont levé ou d'entre vous qui avez levé cherchent. Chers auditrices, chers auditeurs, allez faire un tour sur ligerio.fr, je vais arrêter de bouffer mes mots. ligerio.fr, pardon, je la refais, ligerio.fr. Et puis vous pouvez évidemment suivre Guillaume et Jean sur LinkedIn. Moi, j'ai tapé Guillaume et Ligerio, je t'ai trouvé parce que t'as un nom que je vais pas me risquer à prononcer, mais dis-le. Guillaume Stellin. Oui, pardon, non, mais si on te cherche sur LinkedIn, pardon, on te trouvera pas aussi facilement, c'est S-T-E-H-E-L-I-N. Ouais. S-T-E-H-E-L-I-N. Guillaume Stellin sur LinkedIn. Et Jean, de Varine, V-A-R-I-N-E, sur LinkedIn, si vous poursuivez la conversation, si vous voulez poursuivre la conversation. Putain, je bouffe mes mots ce soir. Avec plaisir. Merci à vous et merci d'être venu. Merci pour votre partage et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Salut. Merci Laurent, à bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.